Alors, quelques petits éléments sur... en fait, je vais commencer directement dans le sujet, en vous donnant un extrait du texte sur lequel je vais m'interroger aujourd'hui. Martelin était incapable de conserver le souvenir de ses propres œuvres au-delà d'une journée. La nuit effaçait tout. Le lundi, il griffonnait quelques pages. Le mardi, il les découvrait avec perplexité et refusait d'admettre qu'elles étaient de lui. Il lui suffisait de dormir pour que toute la mémoire de sa création s'efface et qu'il ne se reconnaisse plus dans sa propre prose. Donc, la petite nouvelle sur laquelle je vais m'interroger aujourd'hui met en scène un écrivain amnésique et un écrivain qui est amnésique par rapport à ses propres textes. C'est-à-dire, le lundi, il écrit un texte, le mardi, il se réveille, il découvre ses pages sur son bureau et a l'impression de ne pas les avoir écrits. Il refuse d'admettre que c'est bien son propre texte. Donc, un cas très particulier d'écrivain amnésique qui est comparé par l'auteur à un poisson rouge qui oublie périodiquement ce qu'il a écrit. La nouvelle en question se trouve, voilà, dans un recueil qui s'intitule Une collection très particulière, paru en 2012, dont l'auteur est Bernard Querini. Je commence par donner quelques indications sur l'architecture de ce recueil de nouvelles sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Le recueil Une collection très particulière est constitué de 27 nouvelles, et parmi ces 27 nouvelles, 25 sont constituées en séries. Et ces séries vont s'entremêler. On a d'abord une série qui s'appelle Une collection très particulière, donc qui est essaimée dans l'ensemble du recueil, et qui sont 9 nouvelles qui s'intéressent à des écrivains imaginaires. Et la plupart du temps, ces écrivains imaginaires, dont Martelin, l'écrivain amnésique, sont présentés par un personnage fictif qui s'appelle Gould. Il n'a pas de prénom, il s'appelle Gould, qui est un bibliophile, un collectionneur qui collectionne des ouvrages étranges et qui les présente donc dans 9 des 27 nouvelles. En alternance avec ces nouvelles sur des écrivains imaginaires, on a 10 nouvelles intitulées 10 villes, qui présentent des villes imaginaires avec différentes caractéristiques, 6 nouvelles intitulées Notre époque, avec certains phénomènes. Par exemple, dans une nouvelle, il est expliqué comment, à l'époque où le recueil est écrit, les personnes, quand elles font l'amour, se retrouvent à intervertir leur corps à la fin de l'acte sexuel, ce qui pose beaucoup de problèmes juridiques. Plus de nouvelles à part, Invraisemblable Gould et Schnell. Il y a un certain nombre de brouillages entre ces ensembles de nouvelles qui, encore une fois, ne succèdent pas, ils s'intercalent, mais ce ne sera pas l'essentiel du sujet d'aujourd'hui. Là, en l'occurrence, le petit extrait que j'ai prélevé se trouve au début de la toute première nouvelle du recueil, la toute première également de la série Une collection très particulière, donc Une collection très particulière 1, l'écriture et l'oubli. Toute l'histoire tient en 5-6 pages, que je vais résumer très rapidement. On est entre les années 50 et les années 70 dans un sanatorium. Dans ce sanatorium a été interné un patient qui s'appelle Robert Martelin, qui, à la suite d'un accident, est devenu amnésique pour certains aspects. Je reviendrai là-dessus. Et un de ces aspects, c'est oublier périodiquement ce qu'il est en train d'écrire. Il est pris en charge par un psychiatre qui s'appelle Ferdier, et ce psychiatre décide de conduire Robert Martelin à maîtriser son amnésie. C'est-à-dire, constatant que Robert Martelin oublie tous les jours ce qu'il est en train d'écrire, il va contraindre Martelin à la forme brève, c'est-à-dire à se réduire à un texte qu'il est capable d'écrire en une seule journée. Et ça dure très longtemps. Et petit à petit, Ferdier se rend compte que Robert Martelin écrit sans s'en rendre compte chaque jour un texte qui ressemble de plus en plus au texte de la veille. C'est-à-dire qu'il semble se diriger jour après jour, année après année, vers un texte absolu qu'il écrit, qu'il oublie chaque nuit, mais qu'il a l'air de recommencer chaque matin. Le moment où le texte se stabilise complètement, Ferdier, le psychiatre, est mort, et on a un autre psychiatre qui a pris la suite, qui s'appelle Aubin, et qui pourra recueillir les fruits du travail de son collègue, à savoir le moment où Robert Martelin achève enfin ce texte absolu, où il commence à réécrire cette fois sans cesse le même texte, et à ce moment-là, l'ensemble Aubin va faire un article qu'il va publier dans le Journal of Neurology, qui rassemble les notes de son collègue défunt, ses propres conclusions, et en annexe le texte écrit par Robert Martelin. La question que je vais me poser en rapport avec la thématique du colloque, c'est en quoi cette amnésie de Martelin a-t-elle une valeur collective alors qu'il s'agit d'un cas individuel? C'est en effet le cas individuel d'un personnage qui est narré par un auteur individuel, Bernard Querini, en plus un petit nombre de pages, ça tient en 6 pages et demie. Et pour cela, je vais suivre un schéma qui ressemble un petit peu à un bricolage psychanalytique. D'abord, je vais m'interroger au cas Martelin comme si c'était une crise, un moment de crise, une sorte de crise psychotique. Et je vais essayer
de montrer, d'énumérer les différents signes, symptômes de cette crise que constitue Martelin. Dans un deuxième temps, je vais essayer de faire une analyse. C'est-à-dire qu'à partir du cas Martelin, je vais essayer de faire parler l'ensemble du recueil, une collection très particulière, d'y saisir certains échos, certaines correspondances, qui me permettront peut-être, dans un troisième temps, quand je retournerai à la crise, de comprendre ce qui se joue ici. Et finalement, une question annexe, à côté de la problématique principale, en quoi l'amnésie de Martelin a-t-elle une valeur collective, ce sera quel est l'inconscient que j'ai interrogé finalement en partant de cette petite nouvelle au début d'une collection très particulière. Est-ce que c'est l'inconscient de Bernard Quirini? Est-ce que c'est l'inconscient du personnage Martelin? Est-ce que c'est encore autre chose? Donc, premier temps, les symptômes. Le cas Martelin, quand je dis le cas Martelin, ce sera finalement un cas qui concerne le patient Martelin, cet écrivain amnésique, ces deux psychiatres successifs, Ferdier, Aubin, et il me semble qu'autour de ces trois acteurs liés entre eux, il y a 4 symptômes. Premier symptôme, c'est une histoire d'amnésie passagère, une amnésie éphémère. Martelin oublie certaines choses, il n'en oublie pas d'autres. Ce qu'il oublie, c'est son identité. Son texte, effectivement, chaque jour, il oublie ce qu'il est en train d'écrire, mais on a aussi affaire à un personnage qui oublie jusqu'à son propre nom. Vous avez quelques citations ici. Voire sa propre naissance, puisque l'auteur compare ça à une génération spontanée. C'est comme si Martelin naissait chaque matin. Et comme si chaque matin, il fallait lui rappeler son propre nom, et tout cela va de pair avec le fait que chaque matin, il oublie ce qu'il a écrit la veille. Finalement, cette écriture qui martèle ressemble à une perte d'identité. On a souvent un lien entre les deux, une citation parmi d'autres. Il refusait d'admettre que ces pages étaient de lui. L'auteur prétendait ne pas s'y retrouver, ce n'était pas lui dans les pages. Donc un problème d'amnésie de l'identité. Deuxième signe auquel je voudrais donner sens dans la nouvelle, ce sont des dédoublements. Finalement, le texte final, il est écrit par un trio, et par un trio qu'on peut regrouper par paires. Au début, les deux personnes qui écrivent, c'est Martelin, mais c'est aussi Ferdier, puisque Ferdier, le psychiatre, va contraindre Martelin à adopter une certaine forme. Finalement, Martelin écrit, mais Ferdier lui donne des règles d'écriture. À côté, il y a une paire de psychiatres, Ferdier qui va décéder et son successeur Aubin. Et finalement, il y a une paire qui est même liée par le nomastique, qui sera la paire finale, l'auteur Martelin et le psychiatre Aubin, qui sera le successeur de Ferdier, mais qui continue à jouer son rôle de mentor de l'écrivain amnésique. À côté de ces dédoublements, on a aussi des brouillages entre ces identités dédoublées. Par exemple, un dédoublement entre l'écrivain Martelin et le psychiatre Ferdier. Je prends une citation au hasard. La première, tous les soirs, Ferdier, il y a une petite coquille, excusez-moi, comparait sa production du jour avec celle de la veille. De manière intéressante, il y a une ambiguïté avec le possessif ça. Finalement, on ne sait plus si ça, c'est la production de Martelin ou bien si c'est la production de Martelin en tant que le psychiatre Ferdier se l'approprie. Parce que finalement, le but de Ferdier, c'est d'écrire un bel article et de guider Martelin, alors que Martelin préférait qu'on le laisse tranquille. Donc il y a un brouillage entre l'identité de l'auteur et l'identité du psychiatre. Troisième signe, toujours dans ce brouillage des identités, on a aussi un brouillage entre la personne qui est en train de parler, on pourrait parler de narrateur, je préfère parler d'auteur implicite, pour des raisons que je pourrais éclaircir par la suite, entre la personne qui est en train d'écrire, en tout cas, qui raconte la nouvelle, et Martelin lui-même. Dans certains traits stylistiques, par exemple, un usage un peu étrange des guillemets, qui brouille les limites entre ce que dit Martelin et ce que dit l'auteur à propos de Martelin. Enfin, on a un curieux lexique de l'enfantement, voire de l'avortement, qui apparaît dans toute la nouvelle. Ce serait le quatrième symptôme que je voudrais essayer de lier aux autres. L'infirmier disait l'avoir vu faire, certifiait que leur paternité ne faisait aucun doute, donc la paternité des pages par Martelin. Il est question de la page vierge, qui dans ce contexte prend un sens un peu particulier. Et enfin, il est question d'avortement, et dans ce contexte, le verbe aiguiller a l'air de prendre un sens assez ambigu. Ce serait aiguiller pour pousser à donner naissance, mais peut-être aussi aiguiller pour avorter à la façon d'une faiseuse d'ange. Donc, symptôme, une écriture qui piétine, avec une amnésie éphémère, un oubli de l'identité, un dédoublement et un brouillage de l'identité. Je vais un petit peu plus vite sur les rapports qu'on peut faire avec une collection très particulière. La première correspondance, c'est que le thème de l'oubli revient constamment à l'intérieur du recueil, une collection très particulière. Le personnage du bibliophile Gould, par exemple, fait des conférences sur l'écriture et l'oubli. Deuxième correspondance, on a beaucoup de dédoublements à l'intérieur de la collection très particulière aussi. Pour donner un exemple, Gould
Le bibliophile, qui parle sans cesse d'écrivains imaginaires, eh bien déjà se démultiplie à travers ces figures des écrivains imaginaires, mais fait souvent allusion à des clubs, à des bandes auxquelles il appartient, qui sont des bandes de, ouvrez les guillemets, bibliolâtres, fermez les guillemets, ou d'adorateurs de livres, de bibliophiles frénétiques, qui, comme lui, cherchent les livres rares, par exemple. Mais aussi des brouillages identitaires. Je vais abréger un petit peu sur ce sujet pour m'intéresser qu'aux cas les plus symptomatiques. Des brouillages déjà entre le personnage du bibliophile Gould et ses écrivains imaginaires. Gould, par exemple, parle d'un écrivain qui s'appelle Folzano et qui ne cesse d'oublier, qui produit en fait des livres tellement ennuyeux que ses lecteurs ont déjà oublié la première page quand ils sont passés à la deuxième. Gould, qui fait des conférences, a peur d'être atteint du syndrome de Folzano, c'est-à-dire de parler, et que son auditoire, lui aussi, oublie ce qu'il est en train de dire au fur et à mesure qu'il le prononce. Des brouillages aussi plus intéressants entre la personne qui dit « je » dans le recueil, qui a l'air d'être un ami de Gould, et le bibliophile Gould. Je prends la première citation. « À sa place, remarquai-je, j'aurais fait de celui-là une garçonnière mal commode, il est question d'un appartement exigu. Souvent, l'auteur se demande ce qu'il ferait à la place de Gould, et on a une sorte de jeu de camaraderie interchangeable. » Également, donc, toujours dans cette histoire de brouillage entre la personne qui parle et le personnage de Gould, parfois, Gould, qui est un personnage très impérieux, confisque la parole à l'auteur. Et dans le passage que vous avez sous les yeux, Gould, par exemple, anticipe sur ce que l'auteur est en train de penser, alors que l'auteur pense exactement le contraire. Je me défends de penser une chose pareille, mais Gould continue, ce serait évidemment facile, etc. De manière encore plus intéressante, on a des brouillages entre la personne qui dit « je » et l'auteur Bernard Quirini, parce que la personne qui dit « je » est un écrivain. Dans une nouvelle, il parle du texte d'un roman auquel il travaillait depuis des mois. De manière encore plus nette, on a des brouillages entre le bibliophile Gould et Bernard Quirini. Petit détail, Bernard Quirini est belge, Gould est belge aussi. Rapprochement plus net, dans la collection de Gould, on trouve, parmi beaucoup de livres imaginaires, un livre réel, tel qu'en songe d'Henri de Régnier, que Gould admire beaucoup. On ne contrarie pas un tel homme. Or, Bernard Quirini a écrit lui-même un livre sur cet écrivain assez peu connu, Henri de Régnier, il s'appelle Monsieur Spleen, note sur Henri de Régnier, et dans ce texte-là, il se présente lui-même comme un collectionneur fanatique, donc une sorte de Gould lui aussi. Donc, 3 minutes, je passe à la suite. Ça me conduit à une hypothèse. Dans le cas Marthelin, tout comme dans la collection très particulière, on pourrait mettre en œuvre ce que propose le psychanalyste Michel de Musan dans Confins de l'identité. L'idée de Michel de Musan, c'est que le sujet se constitue d'abord en s'extrayant d'une sorte d'être primordial, un magma. Au commencement du sujet, il y a un magma. Et pour se constituer en tant que sujet, le sujet va s'inventer un double, un jumeau. Ensuite, le sujet se connaît lui-même. Mais dans certains épisodes psychotiques, pathologiques, le problème du double va réapparaître. Par exemple, un malade très grave aura l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui souffre à l'intérieur de lui. En tout cas, l'identité se constitue par rapport à un double et ce double peut ressurgir dans des moments de crise. Il me semble que c'est ce qui se joue dans le cas Marthelin. Troisième partie et conclusion, qu'est-ce qui se joue dans l'amnésie de Marthelin? Tout d'abord, une crise de l'identité, un oubli de soi. Et cet oubli de soi, il apparaît dans l'oubli de la production du soi, c'est-à-dire l'oubli du texte. L'auteur ne se reconnaît pas dans son texte, il y a une sorte de anti-Hegel ici, il devrait se reconnaître dans ce qu'il écrit, il ne se reconnaît plus dans ce qu'il écrit, et à la place, il se dédouble dans d'autres figures. Les deux psychologues, et à l'intérieur du recueil, Gould, l'auteur implicite, les écrivains imaginaires, etc. Ce qui se joue aussi, c'est la nature du texte, la nature de l'objet. Finalement, si un écrivain qui est amnésique produit aussi un texte dont il ne se souvient pas, c'est parce que le texte n'est pas un simple objet, c'est un double, un jumeau de l'écrivain. Donc finalement, le texte martèle quand l'écrivain lui-même devient amnésique. Le texte s'oublie lui-même, il ne peut pas avancer quand l'écrivain lui-même reste bloqué dans une mémoire de poisson rouge. Conclusion, j'essaie de regrouper rapidement les deux problématiques que j'avais esquissées. En quoi est-ce que l'amnésie de Marcellin a une valeur collective? Eh bien, elle a une valeur collective parce que Bernard Quirini y joue avec ce qu'est l'identité pour chacun.
et parce qu'il joue aussi avec ce qu'est un texte. De quel inconscient parle-t-on ici? De deux inconscients qui sont finalement le même. On ne parle pas de l'inconscient de Martelin, on ne parle pas de l'inconscient de Bernard Kérini non plus. On parle d'un inconscient mis en jeu. Et cet inconscient mis en jeu, finalement, c'est un inconscient de l'auteur, mais qui est aussi en même temps un inconscient du texte. Finalement, cette amnésie de l'auteur est toujours en même temps une amnésie du texte. Cette amnésie est collective parce qu'il s'agit de l'amnésie du texte. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je serai très heureux de parler de tout ça avec vous.